Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre mère a adopté Paris et 12 enfants. Vous êtes l'un d'entre eux. Et grâce à vous et à quelques autres, elle va demeurer présente, pas seulement dans vos cœurs, mais aussi au Panthéon pour l'éternité. Bonjour, Brian Becker. Bonjour, Jacques. Alors, vous êtes l'un des fils de Joséphine Becker, l'un des 12 enfants. Et demain, il y a un événement historique. Elle entre au Panthéon. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Mais on va évoquer sa carrière, sa vie, que vous connaissez peut-être par cœur. Et il y a un livre que vous sortez, Joséphine Becker, l'Universel, aux éditions du Rocher, où vous racontez votre propre vie avec Joséphine. On va en parler de tout ça. Et on va en parler à travers des dates. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 2 octobre 1925. Oui, le 2 octobre 1925, ma mère arrive à Paris. Non, c'est le soir de la première hôtel des Champs-Élysées. Oui, bien, mais elle vient donc d'arriver à Paris oui. avec la troupe de la Rue Vinaigre, et ça va être dès le départ, même disons, allez, en quelques soirs, elle va devenir la coqueluche de Paris. Oui, il faut savoir que la Rue Vinaigre, on l'a un peu oublié, c'était 6 tableaux, avec une première partie où il y avait des jongleurs, des trapézistes, et un jeune musicien qui s'appelait Sidney Bechet, je ne sais pas si vous le savez. Bien sûr. Voilà. Et Joséphine apparaît, et là, c'est le triomphe. Et oui, enfin, c'est le triomphe, c'est le scandale et le triomphe. Enfin, l'un est lié à l'autre. Vous savez bien que le scandale ou les polémiques amènent souvent aussi un début de célébrité. Et c'est parti pour ma mère. Il y a les pour, les contre. Mais à la fin, il y aura beaucoup plus de pour, de fans de Joséphine, dont beaucoup de célébrités, beaucoup d'artistes de l'époque. Oui, parce qu'il se trouve qu'elle entre en scène et danse. On n'a jamais vu ça à Paris, une sorte de déhanchement en roulant les yeux. C'est très particulier, Brian Becker. Bien sûr, à la base, c'est un début, une forme de Charleston, mais un peu plus, je dirais, un peu plus sauvage, un peu plus wild, comme on dit aux États-Unis. Et par la suite, ça va s'affiner dans les spectacles suivants. Puis elle n'avait finalement que 2 numéros au départ. Ça n'était pas la vedette de cette revue. Bien sûr. Et le scandale est né. Le soir même, à minuit, au Théâtre des Champs-Élysées, elle était star. Elle était star, parce que les gens disaient « Mais on n'a jamais vu ça à Paris ». Voilà, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi à la fois drôle, énergique, sexy. Et puis tout le spectacle aussi qui est un peu dingue, qui est un peu quand même à la fois américain, mais aussi un peu qui évoque l'exotisme, un peu le côté comme ça de la jungle. C'est pour ça que ça fait scandale, que les gens côté classique trouvent ça vraiment très très discutable, mais que les autres disent mais non, c'est justement un spectacle naturel, sexuel, mais allons-y, et voilà, la polémique commence. Et le tout Paris parle de Joséphine Becker. Alors, il faut savoir que la veille, un producteur qui s'appelle Jacques Charles, qui est à l'époque le grand producteur metteur en scène de Paris, notamment de Mistinguett, est venu parce qu'il y a quelque chose qui clochait pas. Et il a dit à Joséphine, mais fonce, laisse-toi aller. Elle voulait pas au départ, Brian Becker. Oui, enfin, elle ne voulait pas, mais elle n'avait que 19 ans. Finalement, elle n'a pas été si difficile à convaincre. En réalité, elle n'avait pas non plus tellement de choix. Et je crois que elle a fait le bon choix. Voilà. Il faut savoir que Jacques Charles, ensuite, s'est mis d'accord avec des producteurs de Broadway, et la dernière revue du Moulin Rouge avec Mistinguett est devenue la première revue de Broadway en 1930. Oui, effectivement. Mais vous savez que Mistinguett a vu un peu en ma mère un peu une rivale. Ah oui. Et en fait, il paraît que Maurice Chevalier lui aurait dit, c'est très possible, lui aurait dit ne t'inquiète pas, la Miss, elle est un peu à la mode, mais ça ne durera pas. Et Charles Trenet disait à Mistinguett en parlant de Joséphine Becker, quelque chose qui aujourd'hui déclencherait des colères sur les réseaux sociaux, Joséphine, c'est ta bête noire. Oui, on peut le prendre aussi comme un jeu de mots pas si méchant que cela. Voilà. Et il y a aussi un autre artiste qui a compté, c'est Paul Colin, car Paul Colin, l'un des plus grands affichistes, les débuts, c'est cette affiche de Joséphine Becker. Non, la première affiche, c'est celle de la Revue Nègre. C'est ça. Et oui, mais alors là, on ne voit pas plus Joséphine Becker que les autres. On voit des musiciens et des danseurs dessinés. Ce sera les affiches suivantes qui vont là être déterminantes aussi pour la carrière de ma mère, où elle est dessinée en vedette, et pas qu'une fois, elle est dessinée sur plusieurs années. Et d'ailleurs, elle a dit à ce propos, sous les yeux de Paul Colin, pour la première fois, je me suis sentie belle.
Effectivement, et pas que sous les yeux, on a dit aussi sous les mains. Mais ça, ça n'est pas ma mère qui nous parlait de ses souvenirs là. Ça, c'était la maman ne pouvait pas parler de la Joséphine, je dirais mondaine et de ses amours d'avant-guerre. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que Joséphine Baker, bon, elle est née le 3 juin 1906. Elle s'appelle Freda Joséphine MacDonald. Mais il y a tas de choses qui courent sur sa jeunesse. Son père, elle ne l'a jamais connu, finalement. Non, son père blanc. Oui. Donc, n'oublions pas que finalement, ma mère était en réalité, elle était plutôt une métisse qu'une noire. Mais bon, comme elle était colorée, on a dit tout le temps la Vénus d'ébène, la première vedette noire. Mais elle n'a donc jamais connu son père. Et elle a très peu parlé de son enfance et de son adolescence et même du fait qu'elle ait quitté Saint-Louis pour New York avec une troupe itinérante. Elle parlait très peu de son passé. Voilà, je sais qu'elle avait été adoptée, entre guillemets, par une femme qui l'avait emmenée au théâtre et que ça avait été une véritable révélation pour elle. Oui, mais déjà, elle faisait dans la rue, dans les quartiers pauvres de Saint-Louis où elle habitait, elle faisait déjà des petits numéros de danse, elle louchait déjà, elle faisait un peu entre comédienne et danseuse et très vite, vers 13 ans, elle est partie donc du giron familial et voilà, elle est partie sur la route vers sa carrière. Oui, parce qu'elle a trouvé une place d'habilleuse et puis elle est devenue danseuse remplaçante. Exactement, parce qu'elle connaissait par cœur le spectacle. Elle avait tellement envie de danser. Le problème, c'est qu'elle était tellement jeune que les producteurs ne pouvaient pas l'engager à son âge. Mais finalement, elle a été patiente, elle connaissait par cœur le spectacle. Un beau jour, et donc elle était habilleuse, mais un beau jour, une danseuse a été coincée au niveau physique et elle l'a remplacée au pied levé et hop, ça a déjà été une première étape. Et c'est à cette époque-là qu'elle s'est mariée à un certain Billy Baker, c'est pour ça qu'elle s'appelle Baker. Oui, alors Willie, pas Billy. Willie Baker. Ouais. Mais elle n'est pas restée longtemps avec lui. En revanche, elle a gardé son nom très longtemps. Oui, mais c'est curieux, il a disparu. Et je sais qu'elle l'a revu quelques années plus tard aux États-Unis, mais après avoir été vedette en Europe, et que ce Willie Baker lui a dit: Joséphine, il paraît que tu es devenue très célèbre et très riche, n'oublie pas que tu es toujours ma femme, officiellement, et j'ai cru comprendre même que tu t'étais mariée en France, tu es donc bigame. Alors Joséphine, il faudrait peut-être qu'on s'arrange, et il travaillait dans la compagnie ferroviaire, et il paraît qu'elle s'est arrangée avec lui, financièrement, pour qu'il se taise, voilà. Enfin. Voilà, remarquez, un mari dans une compagnie ferroviaire pour une femme qui est devenue une locomotive, c'est logique. Ah, bien vu, Jacques. Alors, il y a aussi un spectacle qui compte, s'appelle Shuffle Along. Oui, ça c'est déjà un spectacle. Alors évidemment, ça n'est pas là qu'elle devient vedette. En tout cas, elle n'est pas devenue vedette aux États-Unis. Mais Shuffle Along, c'est un spectacle très très célèbre aux États-Unis, enfin qui était une comédie musicale noire, mais avec beaucoup de succès. Et elle, dedans, c'était encore une autre étape vers les sommets. Voilà. Et il se trouve que dans ce spectacle, elle chantait une chanson qui est devenue la chanson de la campagne électorale d'Harry Truman. Je ne sais pas si vous le savez, Brian Baker. Non. Et cette chanson, elle a été reprise par Lionel Richie. Love Will Find a Way, c'est Joséphine Baker qui le chante dans Shuffle Along au départ. Eh bien, vous me l'apprenez, Jacques. Alors, il se trouve qu'ensuite, elle se retrouve à New York, et à New York, dans un cabaret, qui s'appelle, je crois, Lafayette, oui. Il y a une femme qui vient la voir, une productrice qui s'appelle Caroline Dudley. Oui, et cette femme l'a remarqué et lui propose de faire partie de cette revue américaine, revue noire, qui s'appellera donc la revue Nègre, et d'en faire partie parce qu'elle a remarqué son énergie, alors que jusque-là, elle était en grosso modo qu'une chorus girl parmi d'autres, sauf que c'était une chorus girl qui levait la jambe un peu plus haut, qui avait un regard plus pétillant, qui avait une espèce qui dégageait quelque chose, et hop, là encore, elle part vers une autre étape, grâce à cette productrice, Caroline Dudley, qui était d'ailleurs une métisse comme elle. Voilà. Et d'ailleurs, l'art nègre, à l'époque, c'était la mode à Paris, et c'est pour ça qu'est née l'idée de la revue Nègre. Bien sûr. Alors, ça a été un triomphe. Ça s'est même poursuivi au Théâtre de l'Étoile, où Yves Montand et Charles Trenet ont donné des récitals. Et puis un jour, Paul Derval, patron des Folies Bergères, lui propose de mener la revue.
Et là, on passe à l'étape où elle devient vraiment une grande vedette. Donc, et meneuse de revue. La revue du jour, c'est ça. La revue du jour. Et donc, ça commence pour elle, donc à Paris, elle a à peine 20 ans, quoi. Oui, c'est en et 26. elle est meneuse de revue à Paris, donc légale, le Mistinguett. Pour elle, c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais en même temps, il y a un tableau qui va faire scandale parce qu'elle porte une ceinture de banane qui est en peluche. Il y avait rien, il y avait aucune allusion. C'était vraiment un tableau parmi d'autres. Non, mais ça fait un peu scandale. Enfin, ça l'arrangera les scandales. Oui. Ça ne fera que la rendre plus célèbre. Non, le côté ceinture de banane, évidemment, a un côté un peu phallique qui va en choquer encore certains bien pensants, j'allais dire, du tout Paris. Mais ça va justement faire grossir une polémique avec, n'oublions pas, tous ces artistes comme Picasso, Picabia, Man Ray, qui eux soutiennent justement ce genre de spectacle à la fois naturel, sensuel. Donc ça ne fait que pour ma mère, ça n'est que du positif. Voilà, et le positif a continué, on en parle avec une autre date, le 26 septembre 1930. À tout de suite sur Sud Radio avec Brian Becker pour parler de Joséphine Baker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Brian Becker. Joséphine Baker au Panthéon, une première historique et un passage bien mérité qu'on va évoquer tout à l'heure, comme on évoquera Joséphine Baker, l'universel, votre livre Brian Bouillon-Becker paru au Rocher. Et là, on revient au 26 septembre 1930, la date de la première de Paris qui remue, où l'on entend cette chanson. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Eh oui, car c'est ce jour-là, et on ne le dit pas assez, c'est ce jour-là que Joséphine Baker a commencé à chanter Brian Becker. Oui, car les premières années de sa carrière, ce sont des années de danseuse. Entre-temps, enfin, depuis son arrivée à Paris, en quelques années, et grâce à l'aide de son impresario et de son amoureux, en même temps, Pepito Abatino, Giuseppe, elle passe au stade de meneuse de revue et de chanteuse. Et surtout, Vincent Scotto lui crée cette chanson qui deviendra un peu son tube. Oui, et d'ailleurs, la chanson est née, je crois, la veille de la première. Ils n'avaient pas d'idée, Vincent Scotto et Géo Cogé, le père de Vin Bugui. Ils arrivent devant le Casino de Paris, ils ont une idée, ils se mettent sous un réverbère et ils écrivent la chanson en quelques minutes. Vous me l'apprenez aussi, Jacques. Bravo. Alors, cette chanson, effectivement, c'est un symbole. Aujourd'hui, et vous le dites dans ce livre, il y a des tas de versions surréalistes qui tournent autour de la naissance de cette chanson. Oui, il y a des versions en tout genre. Il y a même version DJ. Enfin, vous voyez, un peu électro. Il y a eu un peu de tout. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vers les dernières années de la vie de ma mère, lorsqu'elle chantait cette chanson, elle avait légèrement changé les paroles. Ça n'était plus mon pays et Paris, c'est-à-dire les États-Unis et Paris, c'était mon pays, c'est Paris. Voilà. Donc, elle tenait alors à vouloir dire que c'était la France et Paris, ces deux amours. Oui, d'ailleurs, elle disait que Paris était la seule ville où elle se sente bien, Joséphine Baker. Oui, bon, elle l'a dit, c'est vrai, parce que elle a eu cette histoire d'amour avec Paris et la France. Mais bon, elle se sentait aussi très bien partout. Elle a voyagé aux quatre coins de la planète. Oui, ça, c'est disons, juste pour faire plaisir aussi. La revue va se jouer 481 fois, ce qui était extraordinaire, et elle va descendre ce grand escalier mythique. Et elle, je crois qu'elle a appris en marchant avec des livres sur sa tête. Oui, je ne sais plus qui lui a donné cette idée, mais effectivement, ça, elle nous l'a dit, et elle l'a même aussi appris à sa future filleule, qui était Lynn Renaud. Elle lui a appris à descendre l'escalier, et avec cette technique-là. Voilà. Moi, un jour, je suis descendu du grand escalier. Je peux vous dire que c'est assez. J'avais pas de talons, mais c'était assez particulier. Ah bah c'est pas évident. Moi, je l'ai fait aussi et encore en basket. Ouais. Et c'était pas évident. Et en plus, elle disait, il faut le descendre en regardant le public, pas en regardant les marches. Donc c'est là où Lynn Renaud a beaucoup appris de sa marraine. Et cet escalier, au départ, c'est encore une idée de Jacques Charles. C'était un escalier de lumière en 1917, quand le Casino de Paris a été créé. Et c'était une sorte d'échelle.
bien sûr, les auteurs, les danseuses n'osaient pas descendre au départ. Il a fallu construire l'escalier. Ben, bien sûr, et puis vous imaginez, Jacques, donc quand on est artiste et danseuse, avec des chaussures à talons, le risque que vous preniez, c'était quand même au niveau technique une sorte de, peut-être pas d'exploit, mais de gageure. Hein. Alors, Joséphine Baker est une star et elle est aussi à la base de produits, ce qu'on n'appelle pas encore les produits dérivés. Il y a notamment le Baker Fix et beaucoup d'autres choses. Bah, le Baker Fix est un gel, comme aujourd'hui on en utilise, hommes et femmes, sauf que c'est son impresario et donc son amoureux, Giuseppe Pepito Abatino, qui a l'idée de commencer à faire, si je puis dire, du licensing ou du merchandising avec des produits correspondant à la vedette qui était ma mère. Voilà. Et elle ouvre aussi un club chez Joséphine. On va payer très cher pour la voir danser. Oui, alors oui, parce que là c'est plus petit, c'est plus privé, mais il y a eu des gens qui ont témoigné en disant que ceux qui n'avaient pas assez d'argent par moment, ça arrivait, pouvaient être invités finalement gratuitement par ma mère. Oui, car il faut savoir que Joséphine Baker demandait beaucoup d'argent, mais donnait des galas gratuits pour les vieux, même pour les gendarmes, la police. Oui, et puis aussi, avec son argent, elle a fait beaucoup de distributions pour les clochards de Paris, pour les poulbeaux, pour soutenir la soupe populaire. Elle était déjà très généreuse alors qu'elle était toute jeune. Voilà. Et c'est un point commun avec Édith Piaf. Les clochards du quartier débarquaient chez elle, elle avait toujours un billet pour eux. Oui, mais ça s'appelle la générosité. Et en cela, elles rejoignent toutes les deux Coluche, par exemple. C'est ce genre de générosité, de simplicité et populaire qui ont fait aussi probablement leur légende. Alors, il faut savoir aussi qu'elle écrit ses mémoires à l'époque. Je crois qu'il va y avoir plusieurs livres de mémoires et elle raconte quelquefois n'importe quoi, Brigitte Baker. Oui, ça lui arrive, effectivement. Et même par la suite, elle a des fois arrangé ses souvenirs, ses mémoires. Ah, ça, là-dessus, elle pouvait ne pas être toujours très précise. Tout dépend comment ça l'arrangeait, il faut bien le dire. Elle raconte notamment dans un premier livre de mémoire qu'elle doit son succès à une pâte de lapin qu'on lui aurait donnée à New York. Oui, alors ça, disons que ça fait, comment dirais-je, juste c'est un peu pour l'image, vous voyez, mais la réalité est loin de cela. Mais c'est vrai qu'elle avait un sens du marketing. Elle avait toujours aussi des animaux. La tradition des animaux, pour une vedette, c'était l'époque. Elle a fait un léopard Chiquito. Oui, Chiquita. Léopard femelle. Oui. Elle a eu d'abord un marcassin avec un petit nœud autour un petit nœud rose. Vous voyez le genre, elle se baladait avec sur les Champs-Élysées. Et par la suite, ça a été avec un guépard, bon, apprivoisé, mais tout de même, vous imaginez, ma mère sur les grands boulevards ou avenue des Champs-Élysées, en se baladant avec un guépard en laisse, les gens... Enfin, c'est pour la publicité, ça faisait sûrement beaucoup pour ça, publicité. Oui, elle avait aussi des chiens, des chats, il y avait tout. D'ailleurs, moi qui ai vécu au château des Milandes, elle rejoignait Brigitte Bardot, c'est-à-dire toutes sortes d'animaux. Il fallait pas toucher aux animaux, hein, elle était pareille... que Brigitte Bardot, très très là-dessus sur la cause animale, et donc il y avait chez nous des perroquets, des singes, des paons, bon, des chiens, des chats évidemment, il y avait toutes sortes il y a même eu à un moment donné un boa, mais bon là elle l'a pas gardé longtemps parce que finalement le boa s'était échappé dans le parc des Milandes, et là elle s'est dit bon là on peut pas laisser un boa se balader dans le parc avec les enfants, c'est pas possible. Et une autre chanson célèbre à l'époque, c'est celle-ci. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan quinoise. D'autres lui. Chanson aussi de la première revue. Chanson de Vincent Scotto. C'est la première chanson de Vincent Scotto sur les 4035 qu'il a écrites. Et au départ, ça raconte les malheurs d'un navigateur. Et la chanson a évolué. Ah bah elle a évolué et finalement ça devient une chanson un peu comme ça exotique, un peu drôle, la plus célèbre avec J'ai deux amours d'ailleurs. Alors une chanson qui plus tard de nos jours sera un peu critiquée parce qu'elle rappelle le colonialisme. Alors là bon les gens qui critiquent cela d'abord se mettent pas dans le contexte, ils regardent avec leurs yeux d'aujourd'hui des chansons du passé et dans un contexte oui bon ben là la tonquée parce que effectivement, le Tonkin a été une colonie française. Bon, voilà.
Alors, en 1935, donc, elle décide de retourner aux États-Unis, son pays natal. Elle va se produire aux Ziegfeld Follies. Et puis, c'est pas le succès qu'elle souhaitait. C'est ça, c'est un très mauvais souvenir pour Joséphine Baker. Oui, c'est un mauvais souvenir. C'est une sorte d'échec car les critiques ne sont pas très bonnes. Et d'ailleurs, les Américains disent comment cette chanteuse, danseuse, oui, meneuse de revue, correcte, peut-être elle autant vedette à Paris et même en Europe, puisqu'elle tournait beaucoup en Europe. Chez nous, elle est d'un niveau correct sans plus. Oui, en fait, il y avait un racisme derrière. Probablement, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, elle aura connu d'autres par la suite problèmes de racisme. Mais probablement qu'il y avait derrière ce problème de qu'elle soit une première vedette de couleur, pour noir ou métisse. De toute façon, c'était de couleur, ça déplaisait à certaines et certains. Alors, elle se sépare de Pépito, qui va d'ailleurs mourir un an plus tard, et elle a été marquée, elle revient à Paris, et elle va revenir aux Folies Bergères, et là, ça va être de nouveau le succès, ça la rassure. Ah oui, mais de toute façon, avec Paris, il y a jamais eu de catastrophe, il n'y a jamais eu d'échec, il y a toujours eu ou des succès, ou je dirais des émissions télé par la suite. Tout s'est toujours très bien passé entre Paris et ma mère. Voilà. Et elle épouse à l'époque un homme qu'on a oublié, Jean Lion, un courtier en sucre, et c'est son premier vrai mari dont elle parle, après Brian Baker. Enfin, après Willy Baker. Willy Baker, excusez-moi. Oui, après Willy. Mais en fait, c'est son premier mari français. Oui. Et c'est celui qui lui donnera, enfin indirectement, la nationalité française. Et c'est justement la panthéonisation de ma mère se fera à partir justement de cette date où elle est devenue donc française le 30 novembre 1939. Voilà. Exactement. Autre date, un 30 encore, le 30 juin 43. On en parle dans quelques instants avec Brian Baker sur Sud Radio, où l'on reparle donc de Joséphine Baker qui entre au Panthéon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, on va évoquer Joséphine Baker qui entre au Panthéon avec Brian Bouillon-Baker, l'un de ses 12 fils, et qui publie un livre, Joséphine Baker, l'universel au rocher. La date suivante, alors elle ne concerne pas directement Joséphine, mais elle est importante dans sa vie. Le 30 juin 1943, le général de Gaulle arrive à Alger dans le plus grand secret, il vient de Londres, et quelques semaines plus tard, Joséphine va donner un concert exceptionnel en présence du général de Gaulle à Alger. Oui, et d'ailleurs, par la suite, elle recevra de ses mains la croix de Lorraine, qui est réservée aux gaullistes résistants et fidèles. Elle va la recevoir le soir même, après le spectacle, le général la convoque dans sa loge et lui remet. Oui, et là, c'est quand même un signe visiblement de profonde amitié et de fidélité entre les deux personnes. Par la suite aussi, il y aura d'autres occasions ils vont s'écrire. Et le président de Gaulle a même, à un moment donné, essayé d'aider ma mère par la suite, quand elle a eu des difficultés. Bien sûr. Et il se trouve que ce concert, c'est assez étonnant, il y a des images qui existent. Elle a fait poser un drapeau tricolore de 6 mètres de long sur la scène pour rendre hommage justement au général de Gaulle et à la France libre. Oui, pour elle, le général de Gaulle était l'incarnation de la résistance, de la France qui dit non à la barbarie nazie. Et ça, toute sa vie, jusqu'à sa mort, elle restera fidèle au gaullisme, enfin à De Gaulle, au gaullisme, et même jusqu'en mai 68, elle défilera pour De Gaulle. Bien sûr. Ce jour-là, dans ce spectacle, il y a également un autre symbole. En première partie, il y a une troupe noire, et elle a fait venir en seconde partie pour chanter cette chanson. Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs. Et pour nous tout est désir, plaisir. Au pays en force le... Ça, c'est aussi un symbole, Ah oui. Et puis, c'est une merveilleuse chanson qui est moins connue que les autres, mais que moi je réécoute régulièrement. Il y a certaines qui sont des perles un peu moins connues, et qui d'ailleurs, nous verrons à l'occasion de la panthéonisation, la famille réserve peut-être un choix de chansons un peu surprenant. De ma mère. Je pense que ce sera un beau moment et un moment d'émotion. Alors, il faut savoir que tout ça a commencé en 1939, quand la guerre éclate. Elle reçoit la visite d'un certain monsieur Hébert, qui s'appelle en réalité Jacques Apthey, Brian Baker. Oui, voilà, et qui va devenir
après avoir été convaincu, ainsi que les services de renseignement, de la possibilité d'utiliser ma mère sérieusement, car au départ, ils ne l'ont pas tellement prise au sérieux, et il va devenir son supérieur, en fait, dans les services de renseignement. Oui, c'est-à-dire ça se passe dans les coulisses d'un gala, d'un concert qu'elle donne. Il vient la voir, il lui propose d'entrer dans la résistance pour aider la France. Elle va refuser le statut qu'on lui propose. Elle va dire qu'elle va être une honorable correspondante. C'est le mot qu'elle choisit. Oui, honorable correspondante. Et elle va aussi également, parce que c'est elle qui propose ces services. Ça n'est pas les services de renseignement français qui lui font la demande. C'est elle. Et qui dit, la France m'a tout donné. Je suis prête, moi, à lui rendre, à tout donner aussi, et notamment ma vie. Voilà. Alors, ça va commencer par des spectacles sur la ligne Maginot. Oui, avec même Maurice Chevalier, d'ailleurs. Voilà. Et un récital au Casino de Paris, je crois, avec Maurice Chevalier. Oui, mais sur la ligne de front, enfin, la ligne Maginot, il y a une anecdote qui est que Maurice Chevalier voulait passer ensuite, c'est-à-dire en vraie vedette, et la faire passer avant, bon, ce qu'elle a accepté, sauf qu'auprès des soldats français, elle a eu tellement de succès qu'ils lui ont demandé plusieurs rappels, ce qui fait que Maurice Chevalier ensuite avait moins de temps que prévu pour chanter, et bon, il enrageait un petit peu dans sa barbe. Voilà. Alors, il se trouve aussi que dans cette période, donc, elle va parvenir à recueillir des renseignements dans les réceptions officielles, un peu partout, qu'elle va transmettre à Londres au départ, Brian Becker. Bien sûr, et notamment, il faut savoir que auprès notamment des Italiens, comme elle avait été admirative dans les années 20, fin des années 20, du travail social fait par Mussolini, est vraiment admirative au départ. Après, dès qu'elle a vu et compris que Mussolini allait rejoindre les forces de l'Axe, elle a joué double jeu avec les Italiens, avec notamment les ambassades, etc. Et elle a recueilli, notamment de ce côté-là, beaucoup de renseignements. Alors, il se trouve qu'elle passait les frontières avec des partitions, je crois, avec des renseignements écrits à l'encre sympathique. Voilà, elle fait dans ces partitions. Donc, non seulement ça n'était pas évident pour les contrôles de découvrir cela, mais en plus, une partie des douaniers ou des contrôleurs ou des policiers, une partie d'entre eux lui demandaient plutôt un autographe plutôt que de contrôler ses papiers ou son sac. Vous voyez, donc pour elle, c'était assez facile, quoique risqué. Oui, je crois qu'il y avait même des documents parfois dans ses soutiens-gorge. Oui, alors ça c'est ce qu'on a dit, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la légende ? Là, j'hésite. Et d'ailleurs, elle a failli partir à Londres, et finalement, Londres a préféré qu'elle reste en France, je crois. Oui, non seulement en France, mais après, ensuite, n'oublions pas, en Afrique du Nord. Oui. En Afrique du Nord, avec les forces alliées, et si possible, non seulement de chanter pour les soldats alliés, donc français, américains et autres, mais aussi de longer tout le Maghreb et d'aller jusqu'en Égypte pour essayer, avec son réseau de connexion avec des califes, des rois, enfin des gens de pouvoir, pour essayer de bien les convaincre de rejoindre la cause alliée. Et surtout, un problème et qui a failli se terminer tragiquement, elle a une grave infection lorsqu'elle arrive en Afrique. Oui, au Maroc. Au Maroc. Et qui sera d'ailleurs mal soignée, et où on lui apprendra par la suite qu'elle ne pourra pas plus avoir d'enfants. Oui, ce qui est aussi un peu à l'origine de sa famille arc-en-ciel. Oui, Jacques, mais d'un autre côté, même si elle avait eu 1, 2 ou 3 enfants, disons, biologiques, elle aurait de toute façon voulu une grande famille internationale. Donc, de toute façon, elle aurait adopté beaucoup d'enfants. Alors, il faut savoir qu'elle a eu 5 opérations et c'était tellement grave que plusieurs fois des journaux ont annoncé sa mort à l'époque. Oui, certains journaux ont annoncé sa mort, mais et c'est vrai qu'elle était quasi mourante à un moment donné au Maroc. Quasi mourante. Mais avec son énergie, elle a surmonté ce grave problème. Et avec l'envie d'aider la France et de recommencer à chanter. Bien sûr, mais avant de parcourir donc de Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et de réunir des fonds, et ensuite de convaincre tous les potentats de tous ces pays-là de rejoindre les Alliés. C'était important. Oui, et en même temps, la croix de Lorraine qu'on lui avait remise, elle l'a donnée, elle l'a vendue au profit de la résistance. Exactement, pour que ça fasse un peu plus de sous pour la résistance. Et ça, c'est typique de ma mère, ça. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'elle est récompensée par des médailles, et je crois que ces médailles sont aussi importantes que ses triomphes à Paris. Oui, parce que tout de même, croix de guerre, croix de la résistance,
croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. C'est la nuance qui fait la différence. Donc, elle en était très fière. Moi, j'étais présent. Lorsqu'elle a reçu sa croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, je vais avoir 5-6 ans, c'est le chef d'état-major des armées françaises qui le lui a remise au Milan, et elle était droite comme un i, très fière dans son costume d'officier de l'armée de l'air. Voilà. Elle a été aussi sous-lieutenant des troupes féminines auxiliaires de l'armée de l'air française. Voilà. Et elle a reçu à la clinique de Neuilly, où après une opération, la médaille de la résistance des mains du colonel de Boissoudy en présence de Madame de Boissieu, la fille du général. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'elle a conservées. C'était pour elle les plus beaux souvenirs. Bien sûr, et qui sont maintenant au musée Joséphine Baker, qui est devenu le château des Milan en Périgord. C'est le grand musée Joséphine Baker que Madame Angélique de Saint-Exupéry a totalement rénové et qui a beaucoup de succès. Et à partir de ce jour-là, elle a décidé que il fallait consacrer sa vie aux autres. Et ça a commencé avec Cuba, où une chambre d'hôtel lui a été refusée. Elle a fait scandale, je crois. Elle a appelé la presse. Elle a appelé la presse, et c'était à l'époque de Batista, le dictateur. Ça n'était pas à l'époque de Fidel Castro. Voilà. Et ensuite, elle a donné un spectacle à Miami où les Noirs étaient interdits. Elle a exigé qu'ils soient là. Voilà, alors c'était ça où elle ne faisait pas le spectacle. À Miami, la salle a finalement cédé. Et donc, les Noirs pouvaient être mélangés aux Blancs pour suivre son spectacle. Et dans ce spectacle, il y avait cette chanson. Chiquite madame de la Martinique, dites-moi, je vous en prie, pourquoi cet air ironique? Chiquite madame de la Ça, c'est Martinique. chanson célèbre aussi. Et il y a un autre événement très important à l'époque. Il y a un club, le Stork Club, où elle est invitée par un ami blanc. Et puis elle arrive, on la laisse rentrer non sans mal. Et après, on ne va plus la servir. Et on ne va pas la servir. Donc, c'est une autre façon d'humilier sans refuser l'entrée. Et donc, au bout d'un certain temps, elle décide, là encore, de ne pas laisser faire, de faire un scandale, donc d'appeler la police, des avocats, une association pour les droits civiques des Noirs. C'est le scandale total dans ce lieu hyper branché à l'époque, et en présence à une table voisine de l'actrice Grace Kelly, qui deviendra plus tard la princesse Grâce de Monaco, qui est témoin de ce scandale et qui, quelques années plus tard, une bonne vingtaine d'années plus tard, lui proposera de l'aider parce qu'elle l'avait trouvé admirable de courage. Oui, il faut savoir que Grace Kelly tourne son premier film à l'époque, 14 heures, et elle a été repérée sur un plateau, car elle fait du théâtre aussi, par Gary Cooper, et c'est comme ça qu'elle a ensuite débuté sa vraie carrière dans Le Train sifflera 3 fois. Alors, le succès, l'importance de ces vêtements est tellement fort qu'il va y avoir à Harlem un Baker Day, Brian Baker. Oui, un Baker Day, parce que non seulement ce scandale et cette polémique à New York ont duré dans les journaux, les magazines, mais du coup, les Noirs américains ont découvert qui était ma mère, Joséphine Baker, et se sont dit, non seulement c'est une artiste célèbre en Europe ou dans le monde, mais c'est surtout une femme engagée pour les droits civiques. Donc, on va lui créer, notamment l'association pour les droits civiques qui s'appelle NCAAP, va créer ce fameux Baker Day à Harlem avec plein de monde et elle défilant en voiture comme une présidente de la République à Harlem, quoi. Ça a été en 51, je crois, un événement énorme. Énorme, et qui depuis est resté mémorable, notamment chez les Afro-Américains. Et puis un jour, elle décide d'adopter 4 enfants, et puis c'est le point de départ d'autre chose. Oui, à la base, les deux venant d'Asie, un japonais et un coréen. Et après, ça va enchaîner au fur et à mesure des années. Mais elle ne savait pas combien d'enfants elle adopterait. Bon, mon père, Joe Bouillon, était d'accord pour, disons, quelques-uns. Mais au-delà du 7e, il a commencé à dire, Joséphine, attention. Et elle était, oui, mais écoute, le 8e, c'est un petit Ivoirien qui allait être sacrifié dans la savane et probablement dévoré par les lions. Moi, présente, je ne pouvais pas laisser faire ça, Jo. Voilà. Surtout que l'adoption, à l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Oui, et surtout, c'était plus facile quand on s'appelait Joséphine Baker et qu'on était... en gros quasi amis avec le président, avec De Gaulle, et ensuite avec les ministres français.
Et vous-même, bon, vous avez été adopté au Maroc, je crois. En Algérie. En Algérie, pardon. En Algérie, moi, je suis le seul véritable orphelin de la fratrie, car mes parents sont morts pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu des bombardements de deux côtés, entre Français et Félaga, ceux qui étaient pour l'indépendance, et il y a eu pas mal de civils qui sont morts. Les miens, mes parents, malheureusement, en ont fait partie. Et ma mère, elle, s'est rendue à l'assistance publique quelques temps plus tard d'Alger. M'a vu, tous les bébés orphelins dormaient, sauf moi. J'étais déjà un nuitard, faut croire. Et je lui ai fait des gazouillis. Et elle a surtout vu aussi que j'étais né le même jour et le même mois qu'elle. Elle y a vu un signe. Et hop, voilà comment le destin a changé pour moi totalement ma vie. Oui, et vous lui avez rendu un immense service. Pour la remercier, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 30 novembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Brian Becker pour parler de Joséphine Baker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec Brian Becker, on parle de Joséphine Baker. 30 novembre 2021, le jour J, l'entrée de Joséphine au Panthéon. Et ça, je crois que c'est un rêve et une aventure incroyable que vous avez menée, Brian Becker, pendant des mois. Oui, alors je ne l'ai pas mené seul. Il y a eu un comité qui a créé une pétition en ligne où les anonymes, et aussi j'y ai vu des journalistes, des politiques, des artistes qui ont rejoint cette pétition demandant au président de la République, elle s'appelait cette pétition « Oser Joséphine », évidemment le clin d'œil à la chanson de Bachung, créée par Boris Bergman, et j'ai rejoint au nom de la famille ce comité, mais nous ne savions pas exactement où nous allions au départ. Ben, c'est vrai qu'en plus, c'était une idée qui traînait depuis longtemps dans l'air du temps. Je crois que Laurent Kupferman et aussi Régis Debray avaient lancé l'idée. Alors, Laurent Kupferman a repris l'idée de Régis Debray, que Régis Debray avait lancé dans le Monde il y a 8 ans. Et Régis Debray avait dit, moi je lance l'idée, mais je n'organiserai pas. Il reste dans l'ombre, Régis Debray. D'ailleurs, il est invité au Panthéon, mais il ne viendra pas parce qu'il veut rester dans l'ombre. Et donc, quelques années plus tard, finalement, eh bien, Laurent Kupferman a repris cette idée, mais cette fois-ci organisée. Voilà. Et là, c'était tellement bien organisé que le jour de l'anniversaire de Joséphine, vous avez déposé les signatures à l'Élysée. Exactement, et on en était à en gros 40 000, et avec aussi des vidéos des participants, alors célèbres ou anonymes, demandant au président de la République d'oser Joséphine Baker au Panthéon. Et ensuite, vous avez rencontré Emmanuel Macron. Oui, alors d'abord, j'ai rencontré avec le comité les conseillers au premier rendez-vous. Et, tout à coup et subrepticement, Madame Brigitte Macron nous a rejoints. Elle nous a confirmé déjà la décision, mais il fallait que ça leur reste secret, de son mari. Elle nous a même fait visiter le palais de l'Élysée. Elle était notre guide. Un moment de surprise et un moment très, très charmant. Et ensuite, 2 mois plus tard, il y a le rendez-vous avec le président qui, lui, alors, nous a confirmé officiellement le pourquoi de sa décision. Et je peux vous dire que il est admirateur de ma mère au niveau artistique. Pourtant, c'est pas du tout sa génération. Mais sa grand-mère, chérie, lui a fait écouter Joséphine Baker quand elle était jeune. Mais il est admiratif. Mais ça n'est pas pour cette raison. Les raisons aussi au niveau finalement de ses engagements civils sont importantes, c'est avec la LICRA ou avec Martin Luther King. Mais c'est avant tout parce qu'elle a servi la France durant la guerre en tant qu'agent de liaison et ensuite en tant qu'officier de l'armée de l'air. C'est avant tout cela qui fait la différence et qui a fait que le président a décidé de panthéoniser ma mère. Et effectivement, pour la famille, c'est le plus beau cadeau dont on puisse rêver. Bien sûr, bien que à la base, la famille ou ma mère, nous n'avons jamais réclamé ou proposé. Ma mère l'aurait jamais osé. D'ailleurs, si le président m'a demandé qu'aurait pensé votre maman de cette décision, je dis d'abord, elle aurait été surprise. Évidemment, elle n'aurait pas réclamé, elle aurait été surprise. Elle aurait même peut-être protesté par modestie en disant qu'il y avait d'autres personnes beaucoup plus peut-être courageuses ou qui ont pris plus de risques qu'elle ou qui plus méritantes. Elle aurait pu peut-être comme exemple Guy Môquet, par exemple, vous voyez, parmi tant d'autres. Mais elle aurait tout de même été, je lui ai dit, elle aurait été évidemment, si le président de Gaulle à l'époque lui avait dit, Joséphine, la nation a décidé de vous panthéoniser, c'est comme ça.
Évidemment, elle aurait accepté, elle aurait été très fière et très émue, c'est évident. Alors, d'après mes renseignements, il y a aujourd'hui 80 personnalités qui sont entrées au Panthéon, 75 hommes et 5 femmes, et la moitié de ces personnalités sont entrées sous Napoléon. Donc le système s'est accéléré ces dernières années. Et c'est vrai, bon, c'est maintenant ou jamais. Elle correspond exactement au monde d'aujourd'hui, Joséphine Baker. Oui, et surtout ses engagements par rapport à la tolérance, par rapport à ce qu'elle appelait son idéal de fraternité universelle, c'est d'autant plus d'actualité que nous vivons certains problèmes dans notre société française, mais aussi dans les sociétés ailleurs dans le monde, d'intégrisme, de communautarisme, de racisme divers, antisémitisme, sexisme, homophobie, vous voyez, et même de terrorisme. Donc, son message et ses engagements sont d'actualité. Alors, il y a une plaisanterie qui circule, on dit Joséphine a commencé avec les bananes et elle a fini avec le régime. Alors, je le cite dans mon livre, c'est vrai que c'était une blague, je ne sais plus, dans les années 60, je crois que quelqu'un avait dit ça, et c'était resté, ça reste encore un peu, et du coup, je l'ai cité dans mon livre. Alors, Joséphine Baker, l'Universel, c'est un livre, Brian Bouillon Baker, que vous publiez aux éditions du Rocher, en racontant votre vie, finalement, aux Milandes en particulier, et puis jusqu'à la fin avec Joséphine Baker. Et les Milandes, au départ, elle l'avait acheté avant la guerre, elle l'appelait les Mirandes, je crois. Parce que... Oui, mais non, ça s'appelait... les Mirandes, elle a d'abord été locataire, après elle est devenue propriétaire, ça s'appelait les Mirandes, mais c'est elle qui prononçait les Milandes, donc du coup, au village et la commune, bon, après, au bout de quelques années, ils ont décidé de débaptiser, enfin, de changer cette lettre, et d'appeler le village tel que ma mère l'appelait, donc les Milandes, en plein Périgord noir. Voilà, et c'est là qu'elle a vécu avec celui qui est devenu votre père, Jo Bouillon. Jo Bouillon, un des chefs d'orchestre d'avant-guerre au poste parisien, où il y avait les orchestres en direct. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'il a rencontré votre mère. Et les Milandes, au départ, c'était un château en ruine, Brian Baker. Oui, c'était un château qui avait besoin de beaucoup de travaux. Et mon père a accompagné ma mère dans tous ces travaux, non seulement au château, mais dans tout le village. Et ils ont installé l'électricité. Bon, ils ont bâti un parc de loisirs. Et mon père, dont on parle très peu, parce que c'est évidemment le nom de ma mère écrase un peu tout. Mais mon père était un chef d'orchestre à l'époque. Son orchestre était très célèbre. Et surtout, mon père a accompagné ma mère, même s'ils se sont séparés ils étaient mariés au bout de 25 ans, ils sont séparés mais jamais divorcés. Donc ils sont toujours restés très liés. Et mon père s'est occupé du reste de ma famille, des plus jeunes, des mineurs, au décès de ma mère. Il était toujours notre père. Et il a fait son devoir de père jusqu'au bout. Alors, dans ce livre, Brian Bouillon Baker, vous évoquez justement la Joséphine, mère de famille, parce qu'à la maison, pas question de parler de l'artiste, c'était proscrit. Non, ma mère ne voulait pas du tout de carrière artistique pour nous. Elle disait que c'était trop aléatoire et que nous, on disait, mais maman, toi, tu l'es bien, et papa aussi, chef d'orchestre. Oui, mais nous, c'est parce que nous avons eu ou de la chance ou un destin, mais c'est trop aléatoire. J'ai connu trop d'artistes plus talentueux que moi et même géniaux, être en échec et souffrir toute leur vie. Voilà. Et en même temps, elle ne voulait pas voir les images. Non, c'est pas moi la danseuse. Pas question que les enfants voient les images de Joséphine danseuse. Non, c'est-à-dire que quand en télé on la voyait danser le Charleston avec sa ceinture de banane durant les années folles, on l'appelait, on disait maman, viens te voir quand tu faisais l'idiote sur scène à moitié nue et elle termine. Non, ça c'est pas moi. Elle essayait désespérément d'éteindre le bouton de la télé. On disait mais si c'est toi. Non, moi je suis votre mère, et cette demoiselle, c'est une danseuse, ça n'a rien à voir. Alors on était, oh, maman, qu'est-ce que tu racontes? Mais en réalité, elle n'avait pas complètement tort, ça n'était plus la même femme, et elle, en tant que maman, ne pouvait pas se comparer à cette jeune danseuse qu'on voyait, mais 30 ans, 40 ans auparavant. Oui, alors cette tribu arc-en-ciel dont vous faites partie, Brian Baker, c'est tellement important à ses yeux qu'elle vous emmenait partout.
Oui. Même devant les chefs d'État. Bah oui, alors un peu partout en voyage, donc c'est comme ça qu'on est allé à Cuba, invité par Fidel Castro. Et on disait, mais maman, tu es gaulliste, Fidel Castro, il est communiste. Elle était, ah oui, mais attendez, les enfants, d'abord, durant la guerre, mes camarades de combat étaient souvent communistes, nous étions frères d'armes. Ensuite, dans les idéaux communistes, il y a de bonnes choses. Et oui, notamment l'éducation pour les enfants, les soins, la tolérance. À Cuba, par exemple, les petits-enfants noirs, métis ou blancs sont tous mêlés ensemble. Il n'y a pas de racisme. Donc, dans ces cas-là, nous y allons comme on est allé voir le maréchal Tito, le pape, les Kennedy, le pape Paul VI, le pape Paul VI, oui, qui a béni mon bras, mon avant-bras, oui. Qui était en plâtré, car je m'étais fracturé le poignet au football. Et il y a eu aussi une chose incroyable, quand Bob Kennedy est mort, vous avez pris le premier avion tous. Oui, alors là, elle a jugé qu'on était assez grand pour aller aux funérailles de Bob Kennedy, ce qui n'était pas le cas en 63 pour John Kennedy. Là, elle nous voyait quand même comme des enfants avant tout. Mais là, pour Bob Kennedy, elle dit là, c'est important, il faut que vous veniez comprendre ce qui s'est passé. Oui, et puis elle a aussi, elle vous a accepté aussi sur scène un soir à l'Olympia où elle chantait Paris mes amours. C'est le Paris de mes amours, la la. C'est à peu près la seule fois où vous l'avez vu sur scène, Brian Becker. C'est la seule fois. Vous l'avez vu sur scène. Non, on l'a vu quand même déjà à Cuba. On a été obligé. Ça. Non, et puis à d'autres occasions, mais elle évitait qu'on vienne la voir sur scène. Mais il y a des fois, elle pouvait pas faire autrement. Et elle ne vous souhaitait pas non plus qu'on écoute ses disques à la maison en sa présence. Mais elle disait de toute façon, je m'inquiète pas trop. Vous préférez les yéyés et les groupes rock anglais et américains. Voilà. Alors, il se trouve qu'elle a eu des problèmes financiers parce qu'elle était très dépensière. Donc, elle a dû revenir sur scène. C'est pour ça qu'on parle des faux adieux. Brigitte Bardot a tenté de l'aider, mais finalement, les 1000 ans ont été vendus et vous êtes retrouvés dans différentes maisons jusqu'au jour où la princesse Grace vous a aidé. Alors, Brigitte Bardot, d'abord, en 64, en faisant un appel à l'ORTF, elle est venue au journal de 20h. Donc, les gens, pour qu'on achète les disques de ma mère, les gens l'ont fait. Et Brigitte Bardot a fait gagner 5 ans à ma mère. Mais ma mère n'était pas une gestionnaire. Et en l'absence de mon père, puisqu'ils étaient séparés, elle a tout perdu en une dizaine d'années. Et ensuite, la princesse Grace de Monaco, qui avait été témoin de ce fameux incident et scandale au Stork Club de New York, a proposé de l'aider et de venir s'installer en principauté. Et c'est là où il y a eu un gala extraordinaire, le gala de la Croix-Rouge, avec Jean-Claude Brialy et André Levasseur, et c'était le retour. Le retour, ça a été, Joséphine, le retour, ça a été la marche vers Paris. C'est-à-dire qu'à Monaco, ce gala de la Croix-Rouge est très important. Il y a toute la jet set c'est en plein été, et là, toute la jet set a vu Joséphine renaître comme un phénix, et ça a été le début, une rampe vers le triomphe qui aura lieu l'année suivante, en 75, à Bobino, à Paris. Voilà, il y aura 17 représentations. Moi, je me souviens, j'étais à la première le 8 avril 75, avec un dîner somptueux après au Bristol, où elle était en pleine forme. 2 jours plus tard, elle disparaît. Oui, mais au moins, moi je l'ai eu au téléphone. Nous n'étions pas là, car nous étions en classe à Monaco, donc les études, c'était primordial pour elle. Nous devions venir la voir à la fin de nos études, fin juin, début juillet. Mais il faut savoir que finalement, cette soirée est restée donc mémorable, non seulement à Bobino, mais au Bristol, mais aussi que nous l'avons vue tout de même à Monaco l'année précédente, et que lorsque j'ai eu au téléphone 2 jours avant qu'elle ne passe de son sommeil durant sa sieste dans le coma, elle m'avait dit: je suis très heureuse, il y a plein de contrats en vue aux États-Unis, ça va être super, l'avenir est tout rose. Et elle s'est endormie comme cela. Donc elle s'est endormie heureuse. Voilà. Et nous, on est vraiment heureux qu'elle entre au Panthéon cette semaine. Et puis, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire Joséphine Becker, l'Universel, aux éditions du Rocher, que vous avez signé avec beaucoup d'affection, Brian Bouillon-Becker. Et puis, bravo de défendre cette femme unique. Ben merci, et je vous remercie pour la mémoire de ma mère. Et sinon, je vous en prie pour vos remerciements. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.